Monsieur le Président, chers consoeurs, chers confrères, chers amis, chère Edith Buzer, comme l'indique le titre de cet exposé, Le temps, l'esprit, il va avoir un caractère assez généraliste et peut-être un petit peu différent de ceux qui précèdent. Pierre Buzer rencontre Alfred Fessard, directeur de l'Institut Marais, dès 1946. Comme l'a rappelé Henri Korn, en 1953, à Sainte-Marguerite au Québec, a lieu la conférence Brain Mechanisms and Consciousness, à laquelle il participe avec Alfred Fessard et beaucoup d'autres. Fessard donne une contribution sur les mécanismes de l'intégration nerveuse et l'expérience consciente. Il pose la question du support neuronal de l'intégration consciente et du rapport entre intégration et temps. Il rappelle que Sherrington, en 1906, considérait le temps comme l'agent de la synthèse. Selon Fessard, l'intégration pourrait reposer sur un mécanisme cérébral de liage temporel, time binding. Il mentionne au passage une hypothèse du physicien Pierre Auger, pour qui l'intégration suppose un isolement momentané du système. Cela montre l'implication de la physique dans la discussion, et Pierre Buzer était certainement très attaché à la physique, comme cela a été dit. Ce bref rappel montre quel est l'arrière-plan, déjà bien lointain, des réflexions de Pierre Buzer dans ses deux derniers ouvrages, l'un, Le temps, instant et durée, et l'autre, Neurophilosophie de l'esprit, préfacé par François Gros. Ces deux ouvrages, un petit peu témoins de leur rédaction, ont été rédigés avec une détermination absolue. Le problème qui relie ces deux ouvrages est le suivant. Comment passer des propriétés temporelles neuronales à la création de l'expérience consciente? Comment passer des très nombreux travaux sur la perception du temps à l'idée que la conscience puisse reposer sur des propriétés temporelles? Je cite. « Si notre cerveau, dit-il, Buzer, est le siège de processus temporels qui informent sur notre propre vie consciente et la manière dont nous vivons le temps, il y a plus puisque nous ne vivons pas seulement le temps, mais le créons nous-mêmes. Nous sommes nous-mêmes pétris de cette substance que nous fabriquons à travers notre machinerie neuronale et moléculaire. » Fin de citation. Depuis le début du XIXe siècle environ, le milieu, surtout dans la psychophysiologie allemande, la phénoménologie de cette fabrication est accessible à l'expérimentation, qu'il s'agisse de chronométrie mentale, de temps de réaction, puis ultérieurement de l'étude des signaux cérébraux corrélatifs de l'évaluation du temps. Toutefois, remarque Buzer, peu de travaux ont abordé ce qui est en quelque sorte un des problèmes essentiels, à savoir le sens du futur. Fin de citation, en entendant par là la permanente orientation de la conscience vers l'avant de l'instant présent, ce qui est bien différent de l'estimation du temps qui s'écoule ou des diverses mémoires. Dans cet ordre d'idées, nous rencontrons les phénomènes d'anticipation et de prédiction, avec des traductions neurobiologiques désormais assez bien déterminées. L'anticipation peut être définie, à la différence de la prédiction, comme la préparation et la programmation de l'action fondée sur une prévision implicite ou explicite. Elle a été très étudiée dans le registre moteur. Alain Berthos l'a rappelé, il pourrait en parler encore plus longuement. Pour sa part, Buzer souligne à quel point une perspective de probabilité conditionnelle, bayésienne, devrait s'introduire dans ces questions. En effet, je cite, « Comment imaginer qu'un organisme, si primitif soit-il, mais qui est capable de se déplacer ou d'effectuer des mouvements orientés dans son environnement, puisse n'obéir pour organiser ses mouvements qu'aux incitations, sans jamais prévoir sinon la certitude, au moins la probabilité d'avoir à les réaliser, compte tenu du contexte environnemental connu et inscrit dans sa mémoire, et finalement en préparer le programme. Car dans cette opération, il est évident que l'estimation de la probabilité est immédiatement et indubitablement dictée par l'expérience passée. Cette attente attentive du très probable nous paraît un des éléments clés du comportement de tout organisme actif. Fin de citation. À cet égard, Pierre Buzer a retenu et commenté certaines expériences qui montrent l'existence chez le macaque de neurones dopaminergiques de l'hypothalamus et du télencéphale basal qui seraient des évaluateurs de probabilité. Alors je vous montre là un travail de Christopher Fiorillo publié dans Science en 2003 et qui a été repris dans plusieurs ouvrages de Pierre Buzer qui en avaient l'autorisation. L'activité de ces neurones est enregistrée dans des situations de conditionnement.
l'animal reçoit un stimulus qui indique par différents pictogrammes, ils sont indiqués, la probabilité de la récompense de 0 à 1. La récompense peut ou non être délivrée dans tous les cas. On observe les réponses anticipatrices après le stimulus. J'ai quelques difficultés avec ce système. Bon. On observe des réponses sous la forme d'un pic qui augmente très nettement, dont la hauteur augmente très nettement avec... C'est cette petite, d'accord. Voilà. La hauteur de ce pic augmente fortement avec la probabilité mentionnée par le pictogramme. On observe aussi que ces neurones ont une réponse plus lente et soutenue jusqu'à l'administration de la récompense. On voit cette réponse ici. Et on observe surtout que cette réponse est maximale pour la probabilité 1,5, c'est-à-dire pour le maximum d'incertitude, et c'est ce qui est indiqué ici. Autrement dit, la probabilité d'une part et d'autre part l'incertitude d'une récompense sont donc deux paramètres traduits différemment dans l'activité neuronale dopaminergique, résultat remarquable qui a beaucoup intrigué Buser, qui l'a commenté et qui pose certainement beaucoup de questions. Nous sommes donc dans le registre de l'attente. Nous pouvons aller plus loin dans le domaine de l'attente, dans l'exploration de l'attente. Wolfsinger en a parlé, je ne vais peut-être pas rester trop longtemps là-dessus, mais c'est une des choses les plus importantes que Arlette Buser et Pierre Buser, avec Jean-Jacques Bouillet, aient faites. Ils ont exploré chez le chat et le singe certains aspects de l'attente et de l'attention sélective, avec les deux types de rythmes, les rythmes d'attente, 12-14 Hz, et les rythmes d'attention soutenus, 40 Hz. Ce sont ces rythmes à 40 Hz qui ont été l'objet par la suite d'une curiosité et d'une littérature immense. Or, ce tableau a été plus récemment complété par Pierre et Arlette Buser de la manière suivante. On présente au chat une barre en mouvement dans la périphérie du champ visuel. Une saccade oculaire a lieu dans cette direction. Ce n'est pas très clair, je m'excuse, ça devrait être plus développé, mais on voit le moment... Attendez. On voit ici le moment où la barre est présentée, la saccade a lieu et on voit ici, ici, dans cette région rouge, un certain nombre de rythmes rapides dans le cortex visuel. Après la présentation de la barre en mouvement et avant la saccade, apparaît un rythme à 80 Hz, pendant la saccade des rythmes entre 60 et 130 Hz, et après la saccade, l'animal développe les rythmes à 40 Hz, caractéristiques de l'attention focalisée. Que traduisent ces rythmes ? On ne le sait pas vraiment, si j'ai bien compris, même si certaines hypothèses paraissent crédibles. Nous y reviendrons. En tout cas, un résultat est le suivant, aux yeux de Pierre Buser. Les désignations d'attente et d'attention sont une terminologie qui n'exprime sans doute pas exactement les fonctions correspondantes. Ces fonctions pourraient être liées à des processus préparateurs ou anticipateurs, ces derniers étant à ses yeux partout ou presque partout. Dans cette étude, Buser insiste finalement sur le fait que ces données sont phénoménologiques, non réellement explicatives, qu'elles montrent des corrélations et non des relations causales. En conclusion, il déclare avec son côté sceptique bien connu, « Nous n'avons pas pu répondre à la question si pressante et si énigmatique de savoir si les propriétés temporelles des processus inconscients et conscients qui nous gouvernent, la conscience-temps, contiennent ou non toutes les clés de notre expérience consciente, si elles expliquent, en quelque sorte, les traits les plus singuliers de celle-ci, sa structure de recouvrement du passé, du présent et du futur, son caractère réflexif. À vrai dire, aucun grand penseur n'est allé réellement jusque-là, peut-être en raison du fait que le temps restait plus ou moins conçu, chez à peu près tous, comme une sorte de paramètre indépendant, un peu à la manière de Galilée. » Fin de citation. Ce constat étant dressé, Pierre Buser a cherché à aller plus loin avec son dernier ouvrage, Neurophilosophie de l'esprit,
ces neurones qui voudraient expliquer le mental. Il l'a fait avec un grand courage spéculatif sur un domaine tellement discuté, voire rebattu. Au cours de cet exposé, il a été question de traduction. C'est bien le terme que Pierre Buser utilise lorsqu'il pose le problème philosophique classique du passage de l'objectif neuronal au subjectif mental. Pierre Buser était un défenseur de la conscience animale contre le behaviorisme. Il n'élimine pas le mental. Il revendique cette position en raison de sa pratique continue de l'expérimentation animale. Il en affirme la cohérence. Et ce refus d'éliminer le mental est ce qui, en réalité, l'oriente dans ses hypothèses. Il reconnaît donc à l'élément mental un certain domaine d'existence, je cite, un espace théorique distinct du corps, mais un contact étroit avec lui. Fin de citation. Entre le comportement ainsi interprété, l'attention prêtée au chat, et les activités neuronales, il observe des corrélations plutôt que des causalités, nous l'avons vu, mais derrière ces corrélations, il pressent l'existence d'un domaine caché, domaine encore inconnu, mais à ses yeux accessible dans le futur à l'investigation scientifique, d'où d'ailleurs l'insistance sur la recherche de nouveaux phénomènes temporels, ces fameux rythmes rapides, qui en seraient les indices. Pour désigner ce domaine caché, il propose ce terme de traduction, à défaut de mieux, et parce que cela décrit bien l'expérience qui va des animaux à l'homme. Cette terminologie de traduction lui est suggérée par les classiques stimulations électriques corticales chez le patient vigile au cours de la préparation d'opérations neurochirurgicales. Philippe Kahn vient d'en parler. Pierre Buser a effectué ses explorations à Sainte-Anne, dans le service de Jean Talleyrand. Ces stimulations suscitent diverses expériences subjectives selon leur lieu d'application. Ces phénomènes ont été fort discutés depuis Wilder-Penfield. Pour Buser, je cite, « Il n'est pas possible d'appréhender le mécanisme et surtout la nature de cette traduction d'une activité nerveuse en expérience mentale. Ce ne serait pas simplement à une interface d'émergence que nous aurions affaire, mais bien à un transfert vers un système d'évaluation dont la nature nous est inconnue, vers un opérateur qui réaliserait cette traduction objectif-subjectif. » Fin de citation. À l'inverse, que se passe-t-il lorsqu'un schéma mental active un pattern de décharge neuronale? Comment un programme mental peut-il être traduit en mouvement intentionnel? Ce problème est celui de la causalité du mental qui a tellement préoccupé Pierre Buser. Pour répondre à tout cela, il cherche à préciser son hypothèse. Je cite, « Chaque événement pré-traductionnel, neural ou mental, ne serait ainsi pas la simple commande déclencheuse d'un événement post-traductionnel, mental ou neural. Il s'agirait d'une opération de traduction en continu d'une image donnée d'un domaine à l'autre. Pour notre part, nous avons décidé de l'attribuer à des opérateurs mus de traduction. Précisons, à supposer que l'opération mu soit élucidée, le subjectif de tous les instants devenant une grandeur explicable et même mesurable, point d'interrogation, ce subjectif cessera immédiatement d'appartenir au domaine du mystère et rejoindra celui de la réalité scientifique. Fin de citation. Pierre Buser est donc à la recherche de neurones ou de réseaux de neurones effecteurs de cette opération de traduction. Un point de passage obligé dans cette discussion porte sur ce qu'il est convenu d'appeler la conscience. Depuis quelques années, la conscience a été analysée en processus distincts, conscience primaire, conscience d'accès, etc. Conceptuellement parlant, la conscience est inséparable d'un phénomène de liage, binding, dont beaucoup ont pensé qu'il pourrait reposer sur des propriétés temporelles. Ce liage serait assuré par synchronisation de neurones ou de groupes de neurones distants. Cette synchronisation serait assurée par les rythmes, particulièrement les rythmes corticaux. Il a, par exemple, été montré que des mots perçus et des mots non perçus causent une augmentation similaire locale des rythmes rapides, mais que seuls les mots perçus entraînent une synchronisation à longue distance. Ceci a frappé Buser. Pierre Buser présente donc deux des modèles proposés pour cette fonction des rythmes, celui de Rodolfo Linas, qui fait intervenir divers types de boucles thalamo-corticales, cela est bien connu, et celui de Wolf Singer, qui, selon Buser, frappe par sa complexité et sa richesse conceptuelle. Il utilise deux stratégies.
Premièrement, identifier des neurones modulés par les signaux entrants et répondant sélectivement à une configuration donnée. Et deuxièmement, il s'agit d'associer dynamiquement ces cellules spécifiques à une assemblée fonctionnellement cohérente par synchronisation transitoire des décharges des neurones impliqués. Je vous prie d'excuser une présentation si schématique. Fort heureusement, M. Singer n'est pas là. N'est plus là. D'autres modèles ont été proposés, en particulier par Bernard Baars, sur l'espace global de travail, par Jean-Pierre Changeux et Stanislas Dehaene, sur les connexions à longue distance et l'espace de travail conscient. À ce point, il paraît raisonnable d'effectuer une certaine distinction, certes pas complète, entre la fonction entre guillemets unificatrice de la conscience et la subjectivité en tant que telle. La conscience n'est certainement pas totalement unifiée ou ne l'est qu'à un certain niveau de lecture. Par exemple, certains travaux de Semir Zeki ont montré que le traitement de sensations simultanées de modalités sensorielles différentes pouvait être temporellement séparé tout en appartenant à la même expérience vécue. Or, c'est bien la transformation de l'objectif neuronal en vécu subjectif qui intéresse au premier chef Buser, avec son inverse, la causalité du mental sur le neuronal. Ce sont ces deux opérations qu'il baptise traduction. Selon l'hypothèse de ces traducteurs, la subjectivité est liée à une classe particulière de processus neuronaux ou même de types neuronaux, plutôt qu'à une émergence liée à une complexité opératoire des réseaux neuronaux. Même si, poursuit Buser, probablement la conscience nécessite des circuits longs, par exemple thalamo-corticaux, le vécu conscient lui-même n'en implique que les neurones corticaux, du moins certains d'une classe particulière. Quant à localiser la conscience par rapport à la topographie fonctionnelle corticale, il est, à mon sens, dit-il, clairement recommandé de s'abstenir, chaque zone corticale pouvant n'être que temporairement impliquée dans une opération ponctuelle. Localiser la conscience, fin de citation. Localiser la conscience, c'est bien ce que faisait John Eccles pour sa part. Mais Buser plaide pour une pluralité de domaines conscientiels élémentaires, domaines contrôlés par le niveau de vigilance, c'est bien connu, les mémoires et les affects. Et ce schéma laisse pourtant entier le problème de la traduction subjective. La traduction serait l'opération de certains neurones à déterminer, encore non identifiés comme porteurs d'une telle fonction. Selon Buser, ces neurones corticaux ont une structure fonctionnelle particulière, jamais décelée jusqu'ici, semble-t-il. Cette particularité les rendrait éventuellement sensibles à ces autres incitations complémentaires, maintes fois signalées comme condition de la conscience. Quelles sont donc ces mystérieuses et particulières propriétés de ces neurones de la conscience qui sauraient, eux seuls ou aidés, effectuer la traduction objectif-subjectif? Une fois encore, répétons notre option, à savoir que la subjectivité est liée à une classe particulière de processus neuronaux ou même de types neuronaux, plutôt qu'à une émergence liée à une complexité opératoire des réseaux neuronaux. Telle est l'option philosophique défendue par Pierre Buser dans son dernier ouvrage. Pierre Buser était un enseignant et conférencier remarquable, cela a été dit, unanimement apprécié, auteur avec son élève Michel Imbert d'ouvrages magnifiques. Tout le monde l'a dit, c'était un grand esprit, sachant élargir les perspectives et proposer de nouvelles formulations, cherchant à étendre le domaine du connaissable. Ces dernières années, il avait trouvé la force d'aller jusqu'au bout de ses idées et d'en exprimer la cohérence. Il a éclairé ceux, nombreux ici, dont il s'est entouré. Je vous remercie pour votre attention. J'espère ne pas avoir épuisé mon temps.